c'est la partie 2 des questions-réponses aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. La première question, c'est comment fais-tu pour entretenir des relations avec tes amis neurotypiques? Déjà, il faut savoir que je n'ai que des amis neurotypiques dans la vraie vie. J'ai 3 amis qui sont des filles, pour l'instant en tout cas. Et après, j'ai des amis de façon virtuelle depuis que j'ai commencé ma chaîne TikTok ainsi que YouTube. Et là, j'ai majoritairement des amis neuroatypiques, autistes pour la plupart. Et alors pour moi, ce n'est pas du tout un problème d'entretenir cette relation parce que ce sont des amis avec qui je ne peux pas parler par exemple pendant 2 mois et être toujours aussi amie avec eux. Et en plus, on est vraiment très vrai entre nous et très franc, ce qui permet qu'il n'y ait pas de masking et le fait d'entretenir de bonnes relations et j'ai pu être moi-même, chose que j'étais dès le début en fait. On a juste rajouté après le fait en fait j'ai été diagnostiquée autiste. Ah d'accord, ça n'a rien changé. Il faut dire aussi que mes amis ont beau être neurotypiques, ils sont très ouverts d'esprit et c'est ça l'essentiel, qu'on soit neurotypique ou neuroatypique. Ça n'a pas d'importance. Deuxième question, c'est comment tes proches ont réagi après ton diagnostic TSA, donc autiste. Ma grand-mère a pleuré, voilà, de soulagement, de savoir enfin un peu ce que c'était. Mon grand-père, il a été pas vraiment surpris, mais en tout cas il s'est dit ah tiens d'accord, c'est de l'autisme, ça explique des choses on va dire. Ma maman le savait comme déjà on va dire un petit peu, mais ça a permis de mettre des mots sur quelque chose d'incertain. Et mon père a été étonné parce qu'il ne savait pas vraiment ce qu'était que l'autisme de base et pour lui ça lui était un peu étranger, mais après lui avoir expliqué ce qu'était que mon autisme parce que c'est différent pour chaque personne, il a compris et là très bien pris. Donc j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui réagit bien et ça c'est vrai que ça aide énormément et c'est vraiment pas le cas de tout le monde. On vit encore dans une société où on représente quasiment que 2 types d'autisme et du coup les autres personnes autistes qui ne correspondent pas à ces 2 types, on leur dit mais t'es pas autiste, tu fais des chichis, etc. Et ça peut être très douloureux. Ensuite, j'ai eu la question comment faire pour supporter le regard des autres étant autiste. Et alors, il faut apprendre à s'aimer. Moi, j'ai mis 1 an de travail pour apprendre à m'aimer. J'avais 0 estime de moi et c'est différent maintenant. Je suis très fière de la personne que je suis la plupart du temps. Et une fois que vous vous aimez vous vous en fichez du regard des autres, mais à un point monumental en fait, ça n'a plus aucune importance parce que vous savez que ceux qui vous critiquent, de toute façon, vous n'auriez pas aimé qu'ils ne vous critiquent pas parce que vous n'aimeriez pas être aimé de personnes comme ça. Donc vous en fichez qu'ils vous critiquent en fait et qu'ils ne vous apprécient pas puisque vous-même ne les appréciez pas. Je sais pas si ça fait du sens. Et en plus, souvent, quand on a confiance en nous, les gens sont moins à même de nous critiquer. Après, je dis pas, si on s'expose sur les réseaux sociaux et tout, c'est différent parce que les gens prennent beaucoup trop de confiance derrière un écran. Mais dans la vraie vie, en tout cas, on se fait moins marcher dessus. Ensuite, j'ai eu la question, est-ce que je fais des études? Et alors moi, je suis allée jusqu'au baccalauréat que j'ai obtenu, mais à partir de là, j'ai fait c'est fini pour moi, j'en ai plus qu'assez. Il faut savoir qu'en 3 ans de lycée, j'ai fait la moitié de ma seconde et ensuite j'ai fait des stages dans un théâtre. Ensuite, la première, j'ai arrêté au bout de 2 mois et j'ai essayé le CNED, mais j'ai arrêté, mais j'ai quand même passé le bac de français par je ne sais quel miracle. Et la terminale, je l'ai faite en entier, mes périodes Covid, donc 1 semaine sur 2 et encore, je ratais la plupart de mes cours. J'y allais à 10h et je finissais à 16h. Je n'ai pas supporté l'école depuis toute ma vie, mais ça a commencé à dégénérer de façon importante à partir de la 3e. Donc une fois que j'ai eu mon baccalauréat, j'ai fait il est hors de question que je m'inflige ça avec des études supérieures. Et encore maintenant, parfois, ça m'arrive de culpabiliser en me disant est-ce que ce serait pas la chose à faire parce que tout le monde fait ça? Mais stop, c'est fini, chacun son propre chemin à vivre. En disant ça, je me convainc moi aussi. On m'a aussi demandé comment est-ce que j'envisageais mon futur professionnel et j'aimerais pouvoir vivre de mes créations autistiques avec mon site qui est Autistic and Hot, celui de Marine également, et pouvoir vraiment faire de l'autisme mon métier parce que c'est une passion, j'y mets tellement d'amour là-dedans, un investissement à 200%, j'aimerais faire les salons du handicap, j'aimerais parler de ça lors de conférences ou je ne sais quoi, où je prends un petit peu la grosse tête alors qu'en vrai j'ai un petit peu peur, mais ce serait mon rêve. Et aussi, juste pour tester un jour, j'aimerais faire du mannequinat. Et le premier qui dit que j'ai pas le physique à faire du mannequinat, j'ai pas dit Dior, d'accord? Stop. On m'a demandé quel était l'aspect le plus difficile de mon TSA, donc TSA, trouble du spectre autistique. Et déjà, je pense que ce sont les sensibilités sensorielles, les miennes les plus développées, c'est le toucher et l'auditif. Et c'est vrai que ça peut faire mal au quotidien, mais vraiment mal physiquement, les sensibilités sensorielles. Et je pense aussi le fait d'être
constamment en adaptation parce que le monde n'est pas adapté aux personnes neuroatypiques, d'autant plus autistes également. C'est vraiment un monde de neurotypiques et un monde de neurotypiques qui n'est même pas adapté pour les neurotypiques eux-mêmes, c'est n'importe quoi, hein. Il y a pas mal de choses à refaire. Le fait d'être en constante adaptation est un des aspects les plus difficiles du TSA, selon moi. Ensuite, on m'a demandé comment faire pour en parler à ses parents, du coup du fait d'être diagnostiqué, je suppose, et si on est mineur, on est obligé d'en parler à ses parents pour faire le diagnostic, on peut pas le faire mineur sans les parents. Et si on est majeur, pour leur annoncer qu'on a été diagnostiqué, prendre confiance en soi, avant tout, pour que la réaction des parents nous impacte moins, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Comment expliquer à notre entourage qu'on fait vraiment des efforts et que notre TSA est un réel handicap? Expliquez-leur, comme vous venez de me poser la question. Vraiment. Dites-leur pourquoi c'est difficile, les adaptations que vous faites, donnez des détails, mais dites-en trop même sur vous. C'est important de vraiment parler aux proches en disant quel est votre autisme. Mais j'insiste sur quel est mon autisme. Il ne faut pas dire l'autisme, je suis autiste et moi ça ressemble à ça, mon type d'autisme. Inventez-vous votre autisme, d'accord? Comme quoi c'est vraiment un profil d'autiste pour ceux qui sont sceptiques. Ça rend les gens plus attentifs. On m'a aussi demandé si les crises de panique et les crises autistiques étaient la même chose, et alors pas du tout. De visuel et d'extérieur ça peut paraître, hein, bien sûr il y a des choses communes, mais ce n'est pas du tout la même crise. Déjà, ce ne sont pas les mêmes raisons de pourquoi est-ce qu'il y a la crise, ce ne sont pas les mêmes déclencheurs. Donc souvent, les crises autistiques, ça peut être dû à un trop-plein, une constante adaptation, les sensibilités sensorielles, etc. Or que les crises d'angoisse, c'est l'angoisse. Également sur le point du cerveau, il ne se passe pas les mêmes choses durant les crises. On m'a aussi demandé si j'avais des conseils en moment de crise, et alors je vais faire une vidéo carrément sur ce sujet prochainement. Mais déjà, quelques conseils rapides. Communiquez, pas en moment de crise, mais hors moment de crise, à vos proches, des informations sur ce que vous ressentez pendant les crises. Et pendant les crises, si vous ressentez certains besoins, dites-les de façon claire. Je veux être seule, lâche-moi, prends-moi dans tes bras, peu importe, mais essayez de communiquer au maximum. Et si vous vous enfermez dans un lieu, mettez un lieu sécuritaire où il n'y aura pas d'objet pour vous blesser avec. Autre question, c'était où se faire diagnostiquer. Et alors il y a plusieurs branches possibles. Moi j'ai été diagnostiquée dans un CHU. On peut également se faire diagnostiquer dans un CRA ou alors de façon privée, mais c'est très cher. On m'a demandé aussi de parler des chambres sensorielles. J'ai fait une vidéo TikTok là-dessus, c'est une petite vidéo parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Et on m'a demandé si j'en avais une, et non, je n'en ai pas une, mais ma maison est une maison sensorielle. Mais à peu près ça ressemble à ça, les chambres sensorielles, c'est pour stimuler les côtés sensoriels et rassurer les personnes autistes, apporter du confort et un lieu sécuritaire. Il reste encore quelques questions, comme la question: que penses-tu des traitements médicaux et ont-ils été bénéfiques pour toi? Alors personnellement, pour moi-même, je suis contre les traitements médicaux. Déjà, les médicaments me font énormément de tort, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Et en plus de ça, je pense que j'ai envie d'apprendre à vivre sans dépendre de médicaments, mais je respecte totalement ceux qui en ressentent le besoin et qui opteraient pour cette solution. Par contre, il n'y a pas de médicaments contre l'autisme, donc ça va être des médicaments contre l'anxiété, contre le stress ou la dépression, des choses comme ça, mais pas contre l'autisme, ça n'existe pas. J'ai aussi eu comment se sentir légitime lorsqu'on entame un parcours du diagnostic. Et en fait, dès le moment où tu te poses la question de si tu es autiste ou pas, où tu en ressens le besoin, tu es légitime en fait. Ce que tu ressens, c'est légitime. Donc tu es légitime d'entamer ce parcours, que tu sois autiste ou non. Tu as le droit de te poser ces questions, comme toutes les questions du monde en fait. On m'a demandé aussi si je parlais lorsque j'étais petite, et du coup, oui. Je sais pas si on m'a demandé à partir de quel âge. Je pense que j'ai commencé à parler vers, mais je ne sais pas moi... À quel âge parle un enfant? 3 ans, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je n'ai pas eu de retard, ça c'est sûr. On m'a aussi dit l'autisme est héréditaire, est-ce que mes parents se sont fait dépister? Alors l'autisme n'est pas que héréditaire, il est bien moins héréditaire que biologique, c'est biologique. Et non, mes parents n'ont pas fait de test pour l'autisme, par contre mon oncle, oui, est autiste. En tant qu'autiste, quelle est la chose la plus désagréable que tu as vécue pendant ta scolarité? Et vraiment, mis à part qu'il y a un train de vie qui est fait pour nous, voilà, nous achever, l'harcèlement scolaire. Très clairement, que j'ai vécu du début jusqu'à la fin. Et maintenant, si je les recroise, eh ben je ne leur fais rien. Juste, je les regarderai avec vraiment dépit. Quelle honte. Et dernière question qui m'a été posée par une maman justement, c'est est-ce que je reproche quelque chose à mes parents?
Voilà, parce que j'ai une éducation qu'il faut savoir qui n'était pas du tout adaptée au fait que je sois autiste, mais mes parents n'étaient pas au courant que j'étais autiste, donc ils ne le savaient pas. Mais non, je pense que mon enfance sur beaucoup de points a été traumatisante et vraiment terrible à vivre. Ça a été une difficulté permanente, vraiment. Et je ne reproche absolument rien à partir du moment où ils ont fait ce qu'ils ont pu, même si ça ne me correspondait pas. Et il faut savoir que mon papa et ma maman sont séparés, ils sont séparés depuis presque toujours, et chacun d'entre eux était très gentil avec moi par contre, ça il n'y a pas de souci, c'est juste des besoins auxquels on n'a pas pu répondre et une adaptation demandée qui était bien trop élevée. Donc non, je ne reproche rien. Par contre, vraiment, ça m'a fatiguée pour le départ de ma vie. J'ai dû recommencer à zéro à mes 20 ans. Mais, encore une fois, petite touche positive. Je pense que c'est pas que la faute de mes parents, les professionnels de santé que je fréquentais depuis l'âge de 4 ans, n'ont jamais rien vu et dépisté au début, ce qui fait que vraiment ça n'a pas aidé. Vraiment, on nous a mis sur aucune piste, à part quand j'ai commencé à avoir 13-14 ans, et encore là on a dû attendre mes 18 ans pour trouver le professionnel de santé qualifié pour. Donc voilà, merci de m'avoir écouté lors de cette vidéo, je vous souhaite le meilleur à tous et à bientôt.